On va se tourner du côté des États-Unis, puisque autre sujet de la soirée, Donald Trump contre le Wall Street Journal, l'affrontement est lancé. L'ancien président réclame au moins 10 milliards de dollars après avoir été lié à Jeffrey Epstein dans une lettre sulfureuse qu'il nie avoir écrite. On va regarder ces mots de Donald Trump sur le Wall Street Journal. Nous venons de déposer une plainte monumentale contre toutes les personnes impliquées dans la publication d'un article diffamatoire, malveillant et de fake news dans le journal inutile qu'est le Wall Street Journal. Pourtant, Rupert Murdoch était un allié de Donald Trump, mais là, il y a une forme de contre-pouvoir qui se met en place, Renaud Girard. J'espère que le journal n'est pas inutile, parce que Rupert Murdoch l'avait acheté quand même pour 5 milliards de dollars de l'époque. Ça vaut peut-être les 10 milliards. Donc en fait, Trump demande en dommages-intérêts la somme des 10 milliards. Mais on a un peu, effectivement, l'impression que Trump est en mauvaise posture. Pourquoi ? Parce qu'il est attaqué des deux côtés. Il est attaqué évidemment des démocrates qui disent qu'il est grossier, incompétent, antisocial, etc. Très bien. Pion de Poutine, enfin tout. Et puis il commence à être attaqué sur sa droite. Il y a l'intervieweur le plus célèbre de la droite américaine, ou de la droite radicale américaine, il s'appelle Tucker Carlson, qui a fait une interview assez amicale avec Vladimir Poutine, par exemple, qui était sur Fox News et qui a maintenant sa propre chaîne de télé. Eh bien, l'a laissé tomber ou critique en tout cas Trump, parce que Trump, il vivait sur le fait que ses électeurs le considéraient comme différent des autres politiciens parce qu'il n'était pas dissimulé. C'est pas un type qui prépare des narratifs, il dit tout ce qui lui passe par la tête. C'est un type qui est désinhibé. C'est pour ça qu'il change d'avis d'ailleurs, parce qu'un jour, par exemple sur l'Ukraine, sa femme lui a dit, mais enfin quand même c'est bombardement sur Kiev, elle dit ah bah oui c'est vrai, il change d'avis. Et ça, il l'a dit ouvertement, il a dit Mélania m'a dit ça. Mélania, voilà. Il est complètement désinhibé, il prépare pas ses textes, il n'est pas dissimulé. Et ça, c'est pour ça d'ailleurs que les électeurs l'aiment bien, les électeurs républicains, parce qu'ils disent il est sincère. Les autres, ils sont pas sincères, les autres politiciens. Mais là, on sent qu'il cache quelque chose, parce que c'était dans son programme de diffuser toute l'affaire Epstein. Il en avait fait même un truc de campagne, si vous voulez. Et là, on sent qu'il, tout d'un coup, il est dans la retenue, l'affaire ne sort pas, la liste ou la pseudo-liste ne sort pas, et la droite MAGA dit que là, il dissimule, il ment quelque chose. Et là, le mensonge aux États-Unis, c'est le pire crime que vous puissiez faire en politique. John Lowe, vous êtes avocat américain, membre des Republican Overseas. Vous avez vu qu'à l'intérieur du camp MAGA, tout de même, il y a une certaine forme de division qui se met en place. Il y a une forme de division. Mike Johnson, Marjorie Taylor Greene, la députée de Géorgie, ils disent ouvertement qu'il y a un problème. Probablement, il y a une petite division, mais je ne vois pas une grande division, parce que pour moi, c'est quelque chose pas très important. C'est quelque chose, c'est le cinéma de l'été, maintenant, ce qu'on est en train de regarder. On parle tout de même de prédateurs sexuels. Je vois votre titre, Affaire Epstein, accusé, Trump contre-attaque. Il est accusé de quoi? Donc, de ce que je vois, et j'étais en train de lire les dernières choses, il était accusé d'avoir un message à Epstein en 2003. Et il a dit que ce n'est pas vrai. Et donc, il a commencé une contentieuse contre le Wall Street Journal de 10 milliards de dollars pour avoir diffusé cette information. Mais cette accusation, quelle est l'importance de ça? S'il a eu un rôle dans cette liste dont les médias parlent, justement, les médias parlent d'une liste. Pam Bondi dit que cette liste n'existe pas, mais à l'heure actuelle, vous savez qu'une partie de votre camp, une partie des Républicains, une partie des MAGA demande très ouvertement qu'il faut diffuser et avoir toutes les enquêtes sur ce sujet-là. Ce qui est passé, selon moi, et je suis hors de tout, mais Pam Bondi, quand elle est entrée comme Attorney General, elle a dit on va diffuser Procureur général en France. Tout ce que nous avons. Mais avec le pouvoir devient
on a aussi les responsabilités. Et probablement, et je suis aussi avocat, quand on commence à voir ce que était dans les dossiers, c'était un monsieur X qui a dit quelque chose contre monsieur Y. Et ce n'est pas vérifié. Quand vous êtes le Attorney General, tout doit être très, très sûr de ce que vous allez diffuser dans les médias, à public. Si vous n'êtes pas sûr, si tout ce n'est pas à une base très solide, vous ne pouvez pas faire rien. Et l'autre chose qui est passée aujourd'hui, il y a eu deux grand juries dans l'État de New York qui étaient en train qu'on fait l'indictment contre Jeffrey Epstein. Et maintenant, tout ce qui était dit dans ces jurys est fermé. Ça, c'est Pam Bondi qui va demander au département à les juges d'ouvrir ces dossiers. Mais ça dépend des juges. Et jusqu'à maintenant, il y a eu, avant Pam Bondi, il y a eu autre opportunité de demander l'ouverture de ces dossiers et c'était refusé pour les juges. Donc, on va voir. Marc Semo, est-ce que Donald Trump essaie de faire passer ça pour une chasse aux sorcières? Il le redit, c'est son argument phare, fake news, ça n'existe pas. Et de toute façon, c'était un peu la stratégie que lui avait enseignée Roy Cohn. Deny, deny, oui, deny. Ça, il a toujours été comme ça. Mais ce qui est fascinant dans cette affaire, c'est que c'est vraiment l'histoire de l'arroseur arrosé. Tout au long de sa campagne, Donald Trump avait laissé entendre, alors il s'était jamais été très clair, malgré tout, cette liste, la corruption morale, Epstein, les démocrates, etc., etc., etc. Elon Musk allait encore plus loin, d'ailleurs. Bon, aujourd'hui, il avait fait un coup avec cette ouverture, avec Pam Bondi, qui était venue dans le bureau ovale. On ouvre les archives en direct, c'était dans le bureau ovale, une scène où, avec des classeurs, etc. La plupart des pièces étaient déjà connues. Et le problème, alors je n'ai pas accès au dossier, je ne suis pas avocat, mais apparemment, d'après ce qu'on sait pour le moment, il n'y a effectivement pas, dans les pièces qui ont été ouvertes et dans les pièces qu'on a déclassifiées, la moindre liste et la moindre référence précise à un certain nombre de politiciens qui auraient profité de ces La justice française avait été mêlée également, parce qu'il y avait un appartement à Mioche. Là, il est totalement piégé, parce que quand bien même il aurait raison, ce qui est probablement le cas, et effectivement, il n'y a peut-être pas cette liste, ou probablement pas cette liste, il est vis-à-vis de sa base, vis-à-vis d'anciens amis devenus des adversaires type Elon Musk qui continuent à renchérir la dose, mis en cause. Et qu'est-ce qu'il peut faire si cette liste n'existe pas? On ne le croit pas, on ne croira jamais. Et c'est le complotisme qui s'auto-alimente de plus en plus. Donc, c'est que, effectivement, Donald Trump fait partie des élites. On voit toutes ces photos. C'est vrai. À l'époque, en plus, Donald Trump était plutôt démocrate. Il fréquentait ce même genre de gens. Et tout ça s'auto-alimente et devient pour lui quelque chose qui peut être extrêmement dévastateur politiquement. Est-ce que, Henri Guenaud, ça peut affaiblir sa posture à Donald Trump, ce type d'affaire-là? Ça peut affaiblir sa posture, mais moi je suis assez convaincu par le point de vue de l'avocat, c'est-à-dire que vous ne faites pas ce que vous voulez, même quand vous êtes président des États-Unis, avec les dossiers judiciaires. Voilà, vous avez entre vous et le public, il y a les juges. Voilà. Et vous ne pouvez pas mettre sur la table n'importe quoi, mettre en accusation n'importe qui, sans avoir de preuves, d'éléments sérieux, etc. Donc il est coincé en fait. Voilà, c'est-à-dire que effectivement il a fait campagne là-dessus. Il n'aurait sans doute pas dû. Il l'a fait. Il s'est adressé à des gens qui sont très radicalisés, qui ont parlé de complotisme, mais voilà, qui sont à la fois pour le noyau dur, qui sont complotistes, qui sont très radicaux. Quoi. Donc, et maintenant on leur dit, non, on ne vous donnera pas ce qu'on vous avait promis. Voilà. Et ce qu'a fait le Wall Street Journal, évidemment, alimente le soupçon. Et ce soupçon, il va avoir quand même du mal à s'en défaire. Maintenant, je ne suis pas certain non plus que cette affaire soit aussi décisive que nous aimerions qu'elle le fût. Voilà.
Mais quand on parle de justice, on parle de ce que Donald Trump a pointé du doigt pendant toute sa campagne, c'est-à-dire l'establishment, c'est-à-dire les institutions qui seraient contre le pouvoir politique de Donald Trump, Aurélien Duchesne. Oui, surtout que Donald Trump lui-même a prétendu que lui pourrait tout faire et s'affranchir des contre-pouvoirs, à commencer par la justice. Dans sa première campagne, il avait dit face caméra à Hillary Clinton que lui, Trump, la ferait mettre en prison. Il avait promis ça dans son premier mandat, il a réussi à le faire oublier. Il a maintenant expliqué qu'il y avait des réseaux de pédophiles auxquels appartenaient des gens qui allaient du couple Clinton jusqu'à des personnalités de l'establishment, en promettant et en chauffant sa base avec des personnalités comme Marjorie Taylor Greene qui expliquaient qu'on allait vraiment vider le marigot, pour reprendre leur expression, et on parlait limite d'aller tuer des démocrates qui seraient mêlés à un complot pédophile et tout ce que vous voulez. Et maintenant, on vient nous expliquer que finalement ça n'existe pas, donc ça va quand même commencer à poser des problèmes de fidélité pour une partie de sa base qui a lui-même chauffé à blanc, mais surtout quand lui a expliqué à sa base que les juges, c'est pas un problème, il va leur marcher dessus parce que c'est la volonté du peuple. Je rappelle une dernière chose, Trump a quand même tenté accessoirement un coup d'État qui a fait des morts le 6 janvier 2021 au Capitole, et maintenant Trump va se réfugier derrière les contre-pouvoirs après avoir passé 10 ans à expliquer que ça n'existait pas et qu'il leur marcherait dessus. En tous les cas, Donald Trump réagit une fois de plus. Il en marche déjà beaucoup dessus. Hein, oui, mais il y a une limite à tout, parce que là, vous mettez en cause des personnes qui ne sont pas des juges. Qui sont pas, et ça, c'est très compliqué quand même à faire, même quand l'état de droit s'est rétréci. Voilà. En tous les cas, Donald Trump réagit une fois de plus en pointant du doigt les démocrates. Écoutez. En ce qui concerne la crédibilité des différentes choses qu'ils ont vues, je dirais que ces dossiers ont été inventés par Comey. Ils ont été inventés par Obama. Ils ont été inventés sur la base des informations de Biden. Et nous avons déjà vécu ça avec les fake news de Russie. Il y a un mélange pour arriver à c'est la faute des démocrates. C'est les deux bêtes noires qui sont Obama et Joe Biden. Là, les démocrates, c'est pas les plus vocaux sur ce sujet. En réalité, le Wall Street Journal, c'est un journal qui est plutôt très à droite. Et si Donald Trump peut avoir des problèmes, c'est parce qu'il y a une réaction au sein même de sa base, de la base MAGA. Bon, on a vu 3 casquettes qui ont été brûlées. Je ne sais pas ce que ça représente, mais la véritable difficulté pour lui, c'est cela. Alors maintenant, il a peut-être, il n'y a rien dans cette affaire, sauf qu'on lui reproche quelque chose qui est d'avoir envoyé une lettre de félicitations pour le 50e anniversaire d'Epstein. En dessinant une femme nue et d'avoir mis sa signature. Voilà, avec quelque chose d'un petit peu porno. Mais je veux dire, il passe son temps à ça. Quand il a parlé d'attraper une femme par la chatte pendant son premier mandat, je veux dire, il a des relations avec des prostituées. Donc ça ne devrait pas être un problème. Et s'il l'a réellement dessiné ou écrit, si il est prouvé qu'il ment là-dessus, finalement, ça suscite un soupçon sur le reste de l'affaire. C'est vrai que c'est un peu un sparadrap dont il n'arrive pas à se débarrasser. D'abord parce que c'est pas délictueux. Vous avez dans une correspondance privée, il s'agit d'une correspondance privée, vous pouvez avoir tous les propos salaces que vous voulez. Ce n'est pas délictueux. Vous ne pouvez pas tenir des propos insultants sur un plateau de télévision ou des propos salaces à l'égard d'une femme ou même d'un homme en public, mais un ami, vous pouvez lui écrire ce que vous voulez, ce n'est pas délictueux, et heureusement d'ailleurs ce n'est pas délictueux, qu'on a le droit encore de parler comme on veut, entre amis. Les listes, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il y a comme liste? Il y a seulement les listes sans doute, puisqu'il y avait vous savez, ce Jeffrey Epstein, c'est un milliardaire qui avait une île et qui invitait les gens sur son île. Alors, les gens n'y allaient pas à la nage. Donc, il y avait une sorte d'avion privé, je crois qu'ils appelaient ça le Lolita Express, voilà. Et sans doute, il y a le contrôle aérien américain, parce que quand vous faites voler un avion, il faut donner la liste des passagers. Et là, il y a sans doute des listes de passagers, mais qui peut être retrouvée dans les archives du contrôle aérien, où on verrait effectivement que Clinton y était très souvent. Et Jeffrey Epstein a aussi des activités tout à fait... il a beaucoup contribué à la campagne d'Hillary Clinton, ce qui était légal, il a donné beaucoup d'argent. Comme Trump à l'époque d'ailleurs. Comme Trump à l'époque. Il a aussi donné beaucoup d'argent à des fondations de recherche tout à fait honorables. Et puis il y a eu ces parties fines. Et voilà. Alors
on veut impliquer effectivement Trump dans ces parties fines, parce que comme il est certainement allé dans d'autres parties fines dans sa vie, mais peut-être pas dans celle-là, ça le gêne beaucoup, c'est pour ça qu'il fait un procès terrible au Wall Street Journal, c'est une sorte de sparadrap qui le colle, mais Marc Seymour a tout à fait eu raison de dire que c'est le boomerang, parce que en fait, il a nourri son électorat complotisme avec cette liste mythique. Je vais vous l'ouvrir. Et maintenant, comme il n'y en a pas, il faudrait compiler. Et ça ne veut pas dire que les types qui ont été invités, qui ont été dans l'île, que M. Richardson, par exemple, qui a été secrétaire à l'énergie, a été dans l'île, ça ne veut pas dire qu'il a commis des délits ou qu'il a eu des rapports sexuels avec un mineur. Ça ne veut pas dire ça du tout. Mais comme il a une base électorale qui est complotiste, s'il lui promet quelque chose et qu'il ne donne pas, effectivement, c'est le boomerang, ça revient sur lui. John Law, certains disent que ça a été une erreur de communication politique, c'est-à-dire de jouer là-dessus et puis de dire comme je disais au début, quand on est hors pouvoir, on peut dire des choses. Quand on a le pouvoir, il faut se comporter dans une autre manière. Et pour moi, il y a seulement un petit pourcentage de l'électorat qui a un grand intérêt dans ce cas Epstein. Pour la grande majorité des Américains, ils ne s'intéressent pas. Alors, c'est intéressant d'un point de vue pudique, peut-être. Oui, mais est-ce que la société américaine n'a pas évolué? Parce que quand on voit tout de même les affaires de Donald Trump on peut voir dans ces images, on a du mal à se dire que l'affaire Bill Clinton a eu lieu, j'ai envie de vous dire. Pour l'électorat américain, les choses beaucoup plus importantes est l'état de l'économie, ce que passe avec l'Iran, ce que passe avec l'Ukraine, ce que passe avec la Chine. L'affaire Epstein, c'est quelque chose assez mineur. Donc, même si il a envoyé cette lettre à Epstein en 2003, et alors, quel est le problème? Aurélien Duchesne. Votre parti qui a fait campagne quand même sur l'idée de la vertu en politique, qui a pourri la vie d'Hillary Clinton pour une histoire d'email et qui maintenant tolère toucher Trump. Je rappelle que Trump a dit une des choses les plus factuelles qu'il ait jamais dites à mon sens. Dans sa première campagne électorale en 2015, il dit « Je pourrais tirer sur quelqu'un sur la 5e avenue de New York et ne pas perdre de points dans les sondages. Je pourrais tuer des gens, il ne se passerait rien. » Il est vrai qu'on a pu avoir la partie, par exemple, la plus, on va dire, conservatrice de son électorat, qui ne lui a pas tenu rigueur d'avoir, par exemple, payé une actrice porno avec laquelle il avait couché à l'époque où sa femme était enceinte. Je parle du même Donald Trump. Jusqu'ici, ça ne lui a pas posé problème. Mais il y a une chose, c'est que Trump, c'est pas non plus Reagan, le président Téflon sur qui tout passait, sur qui rien ne se passe. Trump a déjà perdu à un moment sa base électorale. Il avait passé 6 mois à être derrière Ron DeSantis dans les sondages parce que beaucoup considéraient qu'il était devenu has-been et qu'il incarnait le passé. Il a réussi à se remettre en selle en attaquant tout le monde et en surfant sur quoi? Eh bien précisément ce dont on parle. Vous parlez bien, mais je ne vois pas une conclusion de ce que vous dites. Parce que d'un côté, là vous dites que ce sont des affaires mineures qui n'intéressent pas les Américains. Trump a fait campagne uniquement sur ça. Il est arrivé au pouvoir sur ce genre d'affaires et maintenant on va se cacher derrière ça. En disant que c'est pas important. Son taux de popularité est assez élevé. Ça reste élevé. Il n'y a pas de changement. Donc pour moi, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de problème pour Trump. C'est quelque chose, c'est un espoir pour les démocrates. Mais ça ne va passer. C'est vrai que dans un pays puritain, si vous voulez, comme les États-Unis, les affaires de cul, ça compte. En France, une gâterie, excusez-moi, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça à la télé, une gâterie dans le bureau de l'Élysée serait passée comme une lettre à la poste. Je crois d'ailleurs qu'il y en a un président français qui en est mort dans son bureau d'une telle gâterie et qu'il a d'ailleurs son avenue à Paris, il s'appelle le président Félix Faure. C'est lui qui a fait l'alliance franco-russe. Et ça serait passé. Mais aux États-Unis, cette petite gâterie a paralysé quand même, c'était sous Clinton, a paralysé quand même les États-Unis pendant 1 an et a même fait que, pour essayer de
de distraire l'attention a fait que M. Clinton a fait des bombardements en Afghanistan, des bombardements sur le Soudan. Il a même détruit une usine d'aspirine à Khartoum. Et d'ailleurs, mais la justice américaine, qui est quand même une vraie justice, a condamné le gouvernement américain à payer 200 millions de dollars d'indemnité aux propriétaires de cette usine d'aspirine qu'on avait fait passer pour une usine de terroristes, parce qu'il fallait distraire l'attention de cette histoire. Elle s'appelait, je crois, Monica Lewinsky. Ça a paralysé pendant... Alors, je ne dis pas que c'est normal, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est souhaitable, c'est sûrement pas souhaitable. Mais c'est possible qu'une petite histoire de cul, même très ancienne, même peut-être pas très grave, puisse paralyser et empoisonner la vie politique américaine pendant un certain moment.